Salut à tous, c'est Bismart. Alors, au programme aéronautique, on va assez largement parler d'aéronautique avec Nicolas Orance. On va découvrir, je vais découvrir, vous connaissez si vous êtes dans le secteur, mais moi je ne connaissais pas le groupe Rafo, donc on va voir ça. On est vraiment sur ce qui fait en fait la richesse du tissu industriel de l'aéronautique en France. Curieusement d'ailleurs pas dans ce qu'on appelle l'arc aéronautique, entre Bordeaux et Toulouse. Vous êtes en région parisienne, mais bon, on va reparler de tout ça. Le retail, très très largement. Non, enfin peut-être qu'on dira un mot sur Carrefour. D'ailleurs, c'est Rodolphe Bonas qui sera avec nous, que vous connaissez sans doute, le patron de CACOM. Donc on dira peut-être un mot de Carrefour, mais derrière on parlera. Lui, il court la planète à aller voir des innovations retail. Et en ce moment, on se rend bien compte qu'il y aura besoin d'un coup de fouet en matière d'innovation pour le retail et pour le commerce. Et puis on terminera avec une aventure, alors que je suis depuis sans doute une dizaine d'années, d'un entrepreneur qui se bat, qui a beaucoup de mal pour imposer un truc qui est pourtant évident. Moi, c'est ça que je trouve dingue. Mais vous verrez, il nous apportera c'est de la peinture solide. Tout vous dit que ça doit... Enfin, normalement, on ne devrait plus travailler qu'avec ça, et pourtant c'est compliqué. C'est ça aussi, le business, l'innovation, l'entreprise, tout ça. Bref, allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Nicolas Orance, le directeur général de Rafo. Bonjour, bonjour Nicolas. Stéphane, bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Donc, alors, j'ai écrit la relance de l'aéronautique parce qu'il faut bien écrire quelque chose, mais on va discuter d'abord ensemble de Rafo, spécialiste de la mécanique de précision, au cœur, donc, je dis, de notre tissu entrepreneurial et industriel aéronautique. Il faut que vous me racontiez ce que fait Rafo déjà. Parce qu'on va rentrer, moi j'adore ça, sur un certain nombre de points de détail et pourtant essentiels au cœur des avions. Rafo, déjà, en quelques mots, c'est une entreprise de 80 ans, qui est né effectivement dans la région ouest parisien. Ouais. Donc un atelier mécanique, si je fais très, très rapide, un atelier mécanique, travaillé plutôt le secteur automobile. Et dans les années 70, le père de Jacques Rafo jeune dans l'entreprise, il a une idée, une innovation, un clou tordu, un système qui permettait de tenir une arme sous une bombe, sous un avion. Donc c'était une innovation, un clou tordu que personne ne voulait faire. Ça alors. Et dit, j'ai l'idée, je la propose. Un peu plus qu'un clou tordu, j'espère, pour tenir la bombe. Un système hyper technique oui, voilà, qui en fait semblait peut-être insignifiant, mais c'est ça l'innovation. Et il est rentré comme ça dans le système des armées. Et l'entreprise Rafo a commencé à grandir, le Levallois-Perret, Colombes. On arrive dans les années 70, l'armée fait de plus en plus confiance au groupe Rafo. Et ce groupe est embarqué dans le développement de portiques, de bombes, tout d'abord des bibombes pour le Mirage F1, pour le Jaguar. On arrive dans les années 80, je vous le fais rapide, Stéphane. Non, mais c'est super. On arrive dans les années 80. Les armées sont très contents des performances industrielles, déjà de l'époque, de Rafo. Et Rafo embarque sur le Rafale, non pas uniquement comme un électromécanicien, mais quelqu'un qui va concevoir... Toujours avec le système de fixation de bombes. En fait, les systèmes d'interface entre l'aéronef et d'autres composants. Donc c'est le segment, ce qu'on appelle les emports maintenant, dans les années 2000. C'est le système, c'est des pylônes qui vont faire l'interface entre l'avion et ensuite soit une bombe, soit un élément de télécommunication. Bref, ce savoir-faire d'emport. Tout ce qu'on a accroché finalement. Tout ce qu'on a accroché. Pour faire simple, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et là, avec le Rafale, on fait le design, l'industrialisation, la production et les soutiens au support. Et donc, c'est parti dans les années 80, 90, sur les années Rafale, et donc avec une responsabilité de Rafo sur ce qu'on appelle le point 2 du Rafale, qui est l'endroit où on a développé un pylône universel, où on peut mettre soit ce qu'on appelle des tribombes, donc des portiques qui vont soutenir des bombes, ou des éléments de télécommunication. C'est l'endroit un peu stratégique également sous les ailes du Rafale. Non, mais en même temps, parce que je me disais, mais bon Dieu, il n'y a pas un gars... Mais en même temps, quoi de plus important finalement que le truc qui va porter les bombes, quoi. C'est hyper sensible. Il faut qu'il réponde au bon moment et il ne faut pas qu'il réponde au mauvais moment, quoi. C'est hyper sensible. Ça nécessite la moindre défaillance est une catastrophe absolue, en fait. C'est ça le truc, quoi. Mais pas que. Cette expertise de fiabilité, en fait, elle a intéressé Airbus. C'est ça. Et dans les années 80, fin des années 80, en 1988, Rafo a été sélectionné pour fabriquer les palonniers de l'A320. C'est quoi un palonnier? Je sais pas ce que c'est. C'est des pédales qui gouvernent les ailerons. D'accord. Et donc, depuis 1988... Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le clou tordu. Électromécanique, c'est pour ça que c'est pas trop, Stéphane, de la mécanique de précision, c'est de l'électromécanique.
C'est des sous-ensembles qui ont de la mécanique de précision. Mécanique de précision, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est que c'est écrit sur votre site, ça, hein, Nicolas. Hein. Oui, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Je veux pas me faire engueuler. Hein. Non, c'est pas de ma faute. Mais pas que. Non, non. C'est des ensembles assez complexes, en fait. Et effectivement, le truc, et j'ai déjà entendu ça sur des sous-traitants aéronautiques, et notamment. C'était passionnant en discussion avec le nouveau directeur général d'Adecco qui est venu ici sur... on va en parler, je pense que ce n'est pas votre cas, mais il va falloir à un moment effectivement que les gars qui étaient dans l'aéronautique fassent autre chose. Et il dit, cette expérience de la fiabilité, cette exigence de la fiabilité, ça c'est une ressource très très importante que l'on possède quand on a travaillé dans l'aéronautique et qui intéresse énormément de secteurs aujourd'hui. Nous, pour cette caractéristique, on ne l'a pas développé en dehors de l'aéronautique, mais on a développé dans le civil nos expertises de défense. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une position qui est quand même assez agréable, d'être 50% de notre activité sur les activités de défense et 50% sur les activités de civil. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une véritable résilience et d'avoir une position duale dans ce secteur et dans cette période qui est assez compliquée. Alors, si on parle maintenant des activités civiles, donc vous l'avez dit, et j'ai vu un truc aussi cinématique. C'est quoi les cinématiques? Parce que je connais les cinématiques dans les jeux vidéo. C'est la même chose dans les postes de pilotage? Non, c'est toute la mécanique de fonctionnement avec des systèmes qui permettent de rassurer ou de sécuriser les pilotes. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, une image et une preuve de fiabilité. Mais on est là plus dans le logiciel que dans l'industrie à ce moment-là. Non, là on est vraiment dans la mécanique. On est vraiment dans la mécanique, d'accord. Mais le logiciel, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est typiquement l'acquisition que nous venons de faire. On a communiqué hier. On a fait l'acquisition d'une société qui est une pépite technologique d'une 50aine d'années, qui travaille dans cette dimension électronique. Elle s'appelle CKPEM. Alors, elle n'a rien à voir. Elle est française, elle a 50 ans d'expérience. Et elle fabrique des soutiens aux entraînements, aux tirs réels des forces armées. Donc, elle fabrique des cibles, mais aussi toute la partie intelligence, qu'on appelle le scoring. Et donc, grâce à cette société CKPM, on va commencer à rajouter de l'électronique dans nos composants pour commencer à faire évoluer nos produits. Voilà, c'est toute cette... Donc, ça veut dire que quand même, globalement, vous investissez peut-être davantage maintenant sur le pôle défense que sur le pôle civil? On essaye de répartir les efforts et on part du principe que les assets que nous avons dans un secteur, nous essayons de les valoriser dans l'autre secteur pour garder cette équité entre la période civile et la période de défense. Donc on est vraiment à cheval sur ces deux postes. Bon, et alors sur le civil, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que là c'est vrai qu'Airbus a publié ses chiffres de livraison, finalement, qui ont un petit peu surpris tout le monde parce qu'on se dit bon la machine est repartie. Est-ce que vous avez le sentiment que la machine est repartie, la machine industrielle? La machine va repartir. La machine va. C'est encore trop tôt, c'est encore trop tôt. On a encore vraiment des cadences qui sont faibles sur certains segments. La 350, typiquement, il est encore assez bas. La 320 n'est pas encore au volume de 60 avions par mois que nous avions en 2019. Ouais. Donc oui, nous sommes confiants, ça va repartir. Mais on est résilient, on travaille sur la rationalisation de nos sites, la rationalisation industrielle, pour être prêt effectivement dans la phase de rebond, on espère qui sera 2022-2023. Ah oui, pas avant, quoi. Ah non, il faut travailler. Et le sujet, parce que c'est ça qui était le sujet passionnant avec l'aéronautique, c'est qu'il y a un an, Airbus, alors je ne sais pas pour vous, mais je pense, vous demandez de monter en cadence. Ah oui. Airbus demandait, investissez, vous n'allez pas assez vite, nous devons aller plus vite, etc., etc., etc. Toute la supply chain était embarquée sur des cadences. Sous tension de dingue. Oui, oui. Est-ce que cette tension reviendra ou est-ce que finalement, on se dit qu'on va être, votre sentiment, un niveau en dessous quand même, en termes de production, parce que le transport aérien ne retrouvera pas la croissance phénoménale qu'il avait avant le Covid? Le besoin à 20 ans est toujours le même. Ça, c'est votre conviction. Et c'est pas que la mienne, c'est celle du secteur. Non, mais ça veut dire que les compagnies aériennes seront assez solides pour continuer à vous commander le même nombre d'avions. Enfin, pas à vous, mais... En tout cas, le segment peut-être va changer, c'est-à-dire qu'on utilisera plus des monocouloirs que des bicouloirs. Ouais. Le produit va changer, mais le besoin peut de moyens courriers que de long courrier. Voilà. Le besoin peut rester le même. En revanche, les outils de production qui étaient peut-être formatés avant la crise sont et devront être un petit peu amélioré ou évolué. Je m'explique. Typiquement, un outil de production, demain, il doit être de plus en plus versatile. Et c'est pour ça que le numérique, à l'intérieur d'un outil de production... Versatile, ça veut dire versatile. Être capable de... Agile. Agile et capable de s'adapter.
On ne fera peut-être plus aujourd'hui 70 machines sur l'outil de production, mais peut-être 70 avec des outils A, des outils B, bref, une capacité à notre outil de production de s'adapter un peu plus rapidement aux besoins, un peu ce qu'on retrouve dans le domaine automobile. J'allais dire, ouais. Donc c'est cette logique. Donc une base, et puis derrière, en fonction des clients, en fonction de l'évolution du dessin des avions, des éléments qui peuvent changer vite. Une révolution numérique de notre outil de production, des machines communicantes pour s'adapter aux besoins, des opérateurs connectés pour justement optimiser et anticiper, et d'être non plus dans la réaction mais dans l'anticipation. C'est un peu le challenge qu'on est en train de faire, nous, chez Rafo, sur 3 usines de notre groupe. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse industrie 4.0, ça ? Exactement, c'est ça. Nicolas. Et donc ça veut dire des investissements ? Ça veut dire des investissements ciblés. On ne va pas forcément investir dans des gros robots, mais plutôt des cobots, des collaboratifs robots qui vont aider l'opérateur. Donc on n'est pas dans une logique où on va mettre des investissements massifs en robots, mais on va mettre l'humain au cœur du dispositif et on va, je dirais, augmenter nos opérateurs, augmenter les compagnons pour qu'ils soient plus réactifs et plus agiles. Donc c'est vraiment... C'est passionnant, parce que le plus agile de tous, ça restera le compagnon, comme vous le dites. Ouais, voilà, l'humain. Bien sûr. C'est pas pour rien qu'on appelle les compagnons dans le secteur aéronautique. Hein. Parce que le savoir-faire... Je ne savais pas ça, c'est-à-dire compagnon. Qui est compagnon N'importe quel ouvrier sur une chaîne aéronautique est compagnon ? Normalement, il y a des qualifications, mais en tout cas, un compagnon, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire. Et on est sur des métiers, nous, qui sont des métiers de soudure, des métiers de chaudronnerie, des métiers d'usinage, des métiers d'assemblage. Et donc, il y a beaucoup de documents, beaucoup de spécifications, mais il y a quand même l'expertise des opérateurs qui fait la différence. C'est ça. Et donc, dans la versatilité, justement, dans l'adaptation des moyens, c'est ce savoir-faire humain qui sera cœur dans la révolution industrielle 4.0. Super intéressant. Super. Et alors, donc, vous avez prononcé le mot. C'est vrai que, cobot, c'est-à-dire, c'est l'élément aujourd'hui qui intéresse énormément les industriels, dont j'entends beaucoup parler. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a les grands ateliers robotisés qui construisent des voitures. Là, on est tous d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a aussi, effectivement... Le collaboratif robot. Cet homme augmenté... Absolument. Ce qui était impossible il y a encore peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut... Alors, je parle vraiment sous votre contrôle, mais il y a encore peu de temps, quand vous aviez un robot dans une usine, globalement, il ne fallait pas que l'homme approche, parce que, en fait, le robot n'était pas fait pour travailler avec un homme, et que ça pouvait être même dangereux, vous envoyer dans des usines avec des grillages autour, etc. Et c'est tout ça qui est en train de changer aujourd'hui, avec un robot beaucoup plus intelligent, souple, connaissant l'humain à côté de lui. Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Et il fait les tâches de faible valeur ajoutée. C'est ça. Moi, j'ai 2 cobots, on a 2 cobots dans notre usine de Soliès, où on a une activité de fixation par matrissage, où là, les opérateurs sont maintenant très satisfaits, parce que c'était un peu reluctif d'avoir un robot ou un cobot à l'intérieur d'une usine. Ouais. Maintenant, on voit bien que c'est quelqu'un, ou c'est une machine qui va aider l'opérateur à être plus efficace, à travailler, à optimiser les accidentologies, en tout cas les problèmes qu'on peut avoir dans une usine. Donc c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment main dans la main. 400 salariés, c'est ça Oui, 400. 400 salariés, et a priori, il n'y a pas de raison de se séparer d'un certain nombre de ses salariés. Vous tenez le choc, j'imagine un petit peu de chômage partiel. C'est ça, PGE pour la trésor. PGE pour la trésor, effectivement. Ouais. On a des usines qui sont, pour certaines, 100% dédiées aux civils. Donc là, c'est très compliqué. Ouais. Et là, on travaille main dans la main avec nos clients. Typiquement Airbus et Safran et Dassault pour optimiser tout ça. On essaye de réinternaliser de la prod sans pour autant fragiliser notre supply chain, parce que ça ne sert à rien de réintégrer. Donc on essaye d'être assez vigilant et agile, et on ouvre toutes les pistes de soutien. Typiquement, on veut s'impliquer, et on s'implique dans le cadre du plan de relance, où on a été financé pour moderniser notre architecture digitale. Donc on a été lauréat du plan de modernisation. On s'implique dans le CORAC. Ça veut dire que ça marche alors, par exemple ? Mais bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. En fait, il suffit... Et l'argent, vous l'avez déjà ? Il est déjà décaissé ? Pas encore. Pas encore quand même. Pas encore, mais enfin, les accords sont donnés. Voilà. C'est un soutien qui est monumental pour justement, dans cette période 2021-2023, que la supply chain se transforme, devienne plus robuste et se prépare aux nouveaux enjeux. Donc, ça marche. Mais il faut avoir une stratégie claire, il faut savoir où on veut aller, donner le cap et le sens à nos opérateurs,
avoir des actionnaires qui nous font confiance, et c'est le cas chez Rafo, on a des actionnaires... Familiaux, enfin... qui étaient familiaux pendant 78 ans, mais là, maintenant, ce sont des partenaires financiers avec le groupe HLD, fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, qui est un vrai entrepreneur et qui nous fait confiance. Il a 55% chez nous. ACE Management à 15%. Vous connaissez Marwan, il nous suit. Alors Marwan, parce qu'on n'est pas intime non plus, c'est Marwan Laoud, alors directeur de la stratégie d'abord de ADS puis d'Airbus pendant de très nombreuses années et qui maintenant effectivement pilote ce fonds d'investissement sous l'étendard de... Tikeo. Le nom m'échappe, voilà, Tikeo Capital. Absolument. Absolument. Donc les actionnaires nous font confiance, on donne le cap et le sens à nos opérateurs et on se prépare à la transformation. Avec toute une filière. Avec toute une filière. Avec toute une filière. C'est un modèle industriel, hein. Et puis c'est une référence mondiale. Oui, voilà. Non, mais... Nous sommes un des rares pays à avoir la chance de fabriquer un avion de A à Z, hein, avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. En France, en tout cas, on a Airbus, on a les motoristes Safran, on a les avionniciens, on a la supply chain. On a une supply chain complète et c'est une vraie force hein, quand on regarde nos autres pays. Collègues européens. Nicolas, j'ai un petit truc en plus que je voulais ajouter. Donc, vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Daher. Pendant 20 ans, oui. Qui viendra nous voir d'ailleurs bientôt. Là, eux, justement, ils ont des problèmes de quiet period et tout pour leurs résultats, mais ensuite, ils viendront nous voir. Alors, eux, ils sont quasiment 100% civils, Daher. Donc, la situation est quand même plus complexe. Vous avez décidé, c'était avant le confinement, hein, d'aller diriger Rafo. Absolument. Alors que, bon, vous étiez cadre dirigeant chez Daher. Je crois que vous aviez monté un pôle de compétitivité, même j'avais vu ça dans l'ouest de la France. Président du le MC2 pendant 7 ans, oui. Alors, mais là aussi, pas vraiment dans l'arc, parce que c'est vrai qu'on dessine souvent l'arc aéronautique de Bordeaux à Toulouse, et vous, c'était plutôt dans la région de Nantes, c'est ça? Je me gourre pas. Mais Nantes, c'est là où naissent tous les Airbus. Les questions centrales de voilure de toute la famille Airbus depuis 1968, ils sont faits à Nantes. C'est ça. En fait, donc il y a même en termes d'aménagement du territoire, parce que vous avez aussi une boîte que vous avez rachetée à des usines dans le nord, près de Valenciennes. Absolument, où on fait les réservoirs pendulaires du Rafale. Donc on prend quand même la mesure. La France est aéronautique, c'est pas uniquement une certaine, région. Absolument. Ouais. Et donc non, alors ce qui m'intéressait, vous allez comprendre où je veux en venir, parce que voilà, on peut avoir aussi des discussions d'adultes, c'est que vous avez pris quand même un risque dans votre carrière d'aller diriger un groupe à 50 ans. Oui. En disant 50 ans, c'est l'âge rêvé pour sortir de sa zone de confort. J'ai lu ça. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, j'ai appris énormément chez Daher. Parce que j'ai commencé vraiment chef de projet, j'ai fini en charge des... Ouais, c'est ça, vous avez fait, maintenant vous avez monté toute la chaîne. Et je remercierai toujours autant Patrick Daher qui a réussi à transformer son groupe. Hein. Mais c'est vrai qu'à 50 ans, j'avais accumulé une expertise un peu polyvalente dans le business, dans l'international, dans la recherche, dans le développement, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans le leadership. Je me suis dit, c'est le moment aussi de tenter une aventure. Et j'ai pas l'habitude de répondre à des sollicitations. Et là, Bruno Berthet, qui est notre président, moi, président de Rafo. Président de Rafo, j'ai été séduit par la transformation. Et je me suis dit, oui, c'est le moment de le faire. Voilà. C'est un truc dont... c'est idiot, parce que c'est un truc dont je parlais beaucoup quand j'ai lancé cette chaîne. Et j'ai dit, là, maintenant on va arrêter, mais j'ai dit que c'était une start-up de vieux. Et je pense qu'il y a là un enjeu. Non, mais je pense. On est 3 associés à peu près dans ces âges-là, quoi. Et je pense qu'il y a là un enjeu en fait qui est très très important, dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire le sujet des retraites va revenir forcément, l'allongement de la durée de vie au travail. Et enfin, je voudrais que vous me disiez quelques éléments là-dessus sur. Il faut absolument que aujourd'hui les cadres dirigeants se disent qu'à 50 ans ils ont un potentiel considérable pour créer de la richesse, finalement, pour redynamiser leur carrière, mais aussi des pans entiers d'industrie dont ils sont devenus des experts extraordinaires. Mais même un potentiel de transmission, hein, clairement. Parce que si nous, à 50 ans, on ne s'implique pas dans un nouveau challenge dans l'aéronautique, en accompagnant des jeunes ingénieurs ou des opérateurs ou des compagnons dans cette transformation, parce que l'aéronautique, dans les 20 prochaines années, va subir une transformation qui va être démentielle, qui va être équivalente à ce qu'on a vécu sur les 100 premières, entre 1911 et 2021. À cause de la propulsion, des changements de carburant, de l'avion électrique, hydrogène, etc. Voilà. À cause des habitudes des passagers qui vont changer, l'obligation de changer notre manière de consommer, de fabriquer, des nouvelles technologies qui vont arriver, des matériaux biosourcés, une empreinte environnementale sur laquelle on a pris des engagements au niveau du secteur.
il va falloir qu'on se mobilise. Et c'est des gens vieux, ou en tout cas 50 ans, qui doivent justement montrer le cap et embarquer les équipes pour cette révolution future, quoi. Et déjà, vous, avec l'ensemble de ce que vous avez décrit là, ce que vous faites, vous réfléchissez en fait à la façon dont ça va forcément devoir évoluer. Absolument. Ou ce que vous pouvez apporter de plus. Absolument. Dans le cadre d'un avion, par exemple, d'un avion électrique plus léger, d'un avion qui avance à l'hydrogène. L'hydrogène, pour vous, c'est le truc qui va tout changer? Encore une fois, c'est pas que moi, mais j'en suis convaincu quand j'entends au travers du CORAC, du Comité d'orientation de la recherche aéronautique civile, les grands qui sont autour de la table, sans nommer Airbus bien évidemment et Safran. Je sens que c'est la voie de l'histoire, l'hydrogène. C'est la voie de l'histoire, ou en tout cas, c'est une des raisons. Il y a aussi le biocarburant. Ça sera la somme de ces nouvelles technologies de rupture qui permettront aux passagers, à nos enfants, à nos petits-enfants, de voyager dans 20 ans plus safe et plus éco-responsable. Ouais, l'hydrogène coche toutes les cases. Après, il y a un certain nombre de sujets d'ingénieurs, voilà, mais après, à régler, mais sur le papier, coche toutes les cases. Mais non, mais on est au cœur du truc, c'est-à-dire que il faudrait que dans 20 ans, ce que vous venez de me décrire là, sur la filière aéronautique en France, dans 20, 30 ans, on puisse décrire la même chose sur la filière de la nouvelle propulsion, des nouveaux carburants. Ce sera l'hydrogène ou autre chose, mais pas rater ce virage industriel-là, quoi. Et la logique que vous présentiez au tout début, c'est-à-dire la diversification, la sécurité, la sécurisation du secteur aéronautique, c'est un des enjeux sur l'hydrogène. Et donc, alors après, patron historique de Zodiac m'avait dit, il y a plus de 15 ans, au moment justement où Zodiac s'était séparé de sa branche de défense, il m'avait dit la guerre, c'est jamais un métier d'avenir. Donc, j'avais aimé cette phrase. Donc après, c'est un sujet, peut-être vous, dans votre réflexion, mais j'avais aimé cette phrase de vieux patron qui, à un moment, se disait, voilà, on peut peut-être parier sur l'idée d'une tension qui serait un jour moins vive. Mais c'est pas pour demain. Mais préserver la paix, c'est un métier d'avenir aussi. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Absolument. Oui, tout à fait. Merci Nicolas. Merci Stéphane. Nicolas Orens, le directeur général de RAFO, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec donc le retail et Rodolphe Bonas, le PDG de Seacom. Salut Rodolphe. Salut Stéphane. Bon, ravi avec toi de parler de 40 innovations retail, donc j'allais dire c'est le combientième, c'est écrit dessus comme le port-salut. Exactement. C'est le numéro 4, on va raconter, comme on le fait chaque année d'ailleurs, ensemble, T'y vas, toi, à chaque fois je me demande, parce que ce tour du monde, le tour du monde en 40, et j'imagine, puisque t'en mets 40, t'as dû en voir 200, tu vas les voir physiquement Alors tous non, je vais pas tous les voir. La plupart, tous ceux qui sont à New York sont vus, bien sûr, aux États-Unis en règle générale sont vus. Après, certains, oui, sont un peu piochés à gauche et à droite, parce que j'ai d'autres activités, mais je rêverais de faire ça. Et puis c'est des concepts, de toute façon. Donc voilà, après, mais on va parler de ces concepts, mais d'abord, il faut qu'on parle de Carrefour ensemble. C'est l'actualité, C'est l'actualité. Tout à fait. Je ne connaissais pas ce truc, Couche-Tard. Couche-Tard, personne ne connaît. Toi, tu connaissais, Oui, toi bien sûr. Oui, bien sûr. C'est 9000 magasins quand même. Donc, mais c'est un pompiste, en fait. Alors, au départ, oui, c'est en effet... Mais pas au départ, je regardais 70% du chiffre. Mais voilà, la répartition du chiffre d'affaires, 70%. Alors attention, c'est 70% du chiffre, parce que l'essence, ça fait des gros chiffres et surtout, ça fait des chiffres fréquents. Mais c'est aussi un acteur quand même retail assez important parce que toutes ces pompes à essence sont adossées avec des petits magasins de proximité, si tu veux, dans lesquels c'est une offre assez courte, très localisée. C'est un concurrent sérieux quand même en termes d'alimentaire, surtout avec des amplitudes horaires très très larges. Ah non, d'accord. D'où Couche-Tard. Et oui, d'où Couche-Tard, oui, tout à fait. On sait que chez Couche-Tard, on peut y aller de 24 heures sur 24. Les mecs, ils vont découvrir la France, là. Ah oui. mais comment ça, faut fermer à 21h12 Et comment ça, il faut négocier un protocole pendant 75 ans pour fermer à 21h13 Comment ça? C'est quoi les non essentiels? Rappelez-nous les produits non essentiels déjà. Ah oui, voilà, enfin ça, je sais pas, ils l'ont peut-être eu au Canada, les produits. Je pense que c'est une. Non, mais surtout, moi, ce qui m'a scotché, c'est la rentabilité. Donc en gros, je voudrais pas dire de bêtises. Ils font 2 fois moins de chiffre d'affaires que Carrefour.
fois. Ouais, quasiment 2 fois. Et ils ont une rentabilité 2 fois supérieure. Oui, quasiment à peu près. Ouais. C'est à peu près le cas. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est un concept très très rentable. Hein. Alors, c'est vrai que le dispositif des carburants et les effets aussi de bord de ce Oui, business. pour le coup, aussi, les carburants, ils sont pas rentables. C'est pas là-dessus qu'ils vont chercher la rentabilité. en fait, on peut penser quand même qu'avec les effets de cours en fait du pétrole, ça a dû sans doute améliorer un peu leurs résultats quand même. D'accord. Voilà. Mais bon, oui, en effet, c'est un concept très rentable. Mais on le sait, ça, Stéphane. Hein, tu sais que actuellement, dans le commerce alimentaire, plus les surfaces sont petites, plus elles sont rentables. Okay. Donc, on peut imaginer que ces petites surfaces on va dire, de dépannage alimentaire ou à haute fréquence, j'allais dire, de rythme de fréquentation d'achat, mais des petits paniers sont des produits qui sont vendus à bonne marge. C'est exactement ce qu'il faut à Carrefour. Alors oui, c'est pour ça que l'idée au départ, on peut imaginer le mariage de la carpe et du lapin, si tu veux, parce que d'un côté, on a Carrefour qui est quand même le grand fabricant des big box, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les gros magasins, les hyper, oui, mais qui les sait 100% qu'ils vont en sortir tranquillement, petit exactement. à petit, et de l'autre côté, on a quelque chose de plus agile, plus petit, qui est Couche-Tard, donc on se dit mais comment ils vont arriver à se marier, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte déjà, je ne sais pas si tu as bien regardé, mais il y a un vrai maillage territorial. Ah bah la complémentarité géographique, elle est parfaite. Elle est ah oui, c'est sûr, hein. D'un côté on est Amérique du Nord, Europe de l'Est, et alors que Carrefour est plutôt Europe de l'Ouest et Amérique du Sud, donc là on voit que ça peut se marier. Et puis bien sûr, l'idée aussi d'installer Carrefour dans un groupe futur qui pourrait peser plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine, ça le fait rentrer dans un top 10 des gros retailers mondiaux, qui est quand même pas mal. Hein. Pour te donner un exemple, ça ferait à peu près 140-150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon est à 250 milliards. Donc, et Walmart est à 500 milliards. Ah oui, c'est ça. Plus de 500 milliards, oui, tout à fait. Après... Mais non, parce que c'est ça en plus. Tu ouvres la porte au marché de consommation de tous les marchés de consommation, oui, bien sûr, qui est l'Amérique du Nord, dans lesquels aucun de nos grands distributeurs, malgré leur excellence depuis 40 ans, n'ont réussi à mettre le moindre doigt de pied. Et Dieu sait s'ils ont eu envie de le faire. Mais évidemment qu'ils ont envie de le faire. Ils ont eu envie de le faire parce que c'est vrai que le marché américain dans le domaine de l'alimentaire a été conquis par Walmart, hein, évidemment, Walmart qui est une enseigne à la fois mondiale mais surtout américaine. Alors c'est intéressant parce que Couche-Tard, lui, a un réseau, racheté un réseau de magasins aux États-Unis, donc qui est déjà implanté sur le marché nord-américain, mais toujours pareil, des petits magasins. Ouais. Donc peut-être que le savoir-faire de Carrefour va pouvoir se démultiplier au travers d'une alliance future. Tu veux pas aller à Bercy leur expliquer ça là, Rodolphe, parce qu'il m'a sidéré notre ministre. On n'a pas compris. Oui, il m'a sidéré. Donc vous avez vu ça, hein, c'est la sécurité alimentaire de la France, donc qui est en jeu avec Carrefour. Oui, bon. Le gars, la sécurité alimentaire de la France. D'accord, oui. Bon, alors ça, c'est un peu étonnant. En effet, ça a surpris un peu tout le monde, parce que ils sont terrorisés, tu sais. Le climat politique est tel qu'ils sont terrorisés. Alors, on peut penser qu'il y a quand même un lien de corrélation avec ce que représente Carrefour en termes d'emploi en France, et aussi l'idée quand même. Alors, sécurité alimentaire, je pense que l'effet Covid a joué, c'est-à-dire que, si tu veux, comme à un moment, on s'est retrouvé cette année avec finalement comme point de rattachement des infirmières et des caissières. Arrête. On peut se dire ça, mais bon. Auchan, Leclerc, Système U, Intermarché. Non, je sais plus. On a en effet, je te confirme, on a la densité commerciale et la diversité. Un certain nombre de distributeurs. Voilà. Non, et surtout, les mecs, ils rachètent pas Carrefour pour fermer Carrefour. Non, c'est au contraire. C'est ça qui m'a... Plutôt que de partir, enfin, d'essayer de, comme tu viens de le faire là, de décrire l'élan que ça représenterait pour ce groupe qui quand même a du mal aujourd'hui et qui de toute façon va se prendre en frontal Amazon de plus en plus, même si on va en parler. Tu dis comme ça, j'ai vu ça en passant dans ton bouquin qu'Amazon n'y arrive pas sur la distribution. Plutôt que de faire ça, on dit non, j'en veux pas. Alors oui, ça c'est vrai que c'est un peu une démarche un peu française. Hein. On a plutôt tendance à s'occuper des usines de bougies plutôt que de ceux qui fabriquent des ampoules, mais bon, c'est comme ça. Là, ce que l'on peut dire quand même, et tu as raison, parce qu'il y a un point qu'on n'éclaire pas trop sur ce dossier, c'est que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il se passe quelque chose sur un acteur traditionnel du retail. Et ça sert tout le monde, quelque part. Parce qu'à un moment, on se dit que ces bons vieux magasins dans lesquels on va pousser des caddies avec des magasiniers, des caissières, des gens des caissiers qui s'occupent de la logistique, et ben on se dit finalement, ça a quand même une valeur, c'est finalement intéressant, et c'est peut-être là aussi où les clients iront demain.
Et alors, à un moment, tu le dis, je sais plus où, mais à un moment, tu dis, ils n'y arrivent pas avec Whole Food, Oui. Amazon. Oui, c'est un peu compliqué, hein, quand, pas si tu te souviens. Donc c'est la grande chaîne de supermarchés qu'ils ont racheté il y a 2 ans maintenant. Exactement, qu'ils ont racheté il y a 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Et donc du coup, c'est vrai que l'alliance qui donnait lieu quasiment à un alliage, et on s'était dit ça va être extraordinaire, on aura le meilleur de l'organique quelque part, parce que Whole Food est assez organique, et le meilleur du digital d'Amazon. Et bien quand on visite les magasins, à part avoir quelques lockers Amazon dans les magasins, on voit pas grand-chose. Ouais. Et il y a aussi chez Leclerc d'ailleurs. Qu'il y a aussi chez Leclerc, qu'il y a partout. Et finalement, on se rend compte que cette association-là, elle n'est pas si évidente que ça. Quand on est un produit e-commerce, c'est difficile d'aller mettre les pieds sur le carrelage, et parfois vice-versa, parce que le Whole Food dans Amazon, il n'est pas aussi évident que ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de l'alimentaire d'Amazon a tendance un petit peu à toucher son plafond de verre. D'où la formidable résistance de Walmart, Ah oui, dont tu parles dans ton bouquin. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai marqué Walmart plus Shopping Squad, commerce réseau social. Oui, alors ça c'est une vraie tendance cette C'est un année. truc qui m'a passionné. Oui, tu as raison Stéphane, parce que en fait on se rend compte que ça y est, les commerçants ont pris conscience que les réseaux sociaux étaient l'émanation, si tu veux, de communautés qui pouvaient être aussi des communautés d'achat. Et là, on se rend compte qu'on a tout un tas d'innovations qu'on a vu naître cette année. Je vais t'en citer une. C'est le live stream shopping, par exemple, qui est un dispositif extraordinaire que j'adore, et en Chine qui marche terrible, s'appelle Taobao. Tu sais, c'est vraiment trop fort. Tu sais que le pouvoir chinois s'inquiète du live stream. Exactement. On s'en inquiète parce que c'est des communautés entières, des chaînes entières dans lesquelles on ne fait que vendre. Et c'est un mélange entre la télé-réalité et, si tu veux, le télé-shopping. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on crée des communautés. Alors, ils s'en plaignent, mais tu sais que pendant le Covid, ils ont fait appel à Taobao. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui avaient des problèmes à écouler leurs produits quand tout était bloqué. Et donc, ils ont demandé à Taobao de dire, attendez, ouvrez votre chaîne sur des produits frais, ce qu'ils ont fait. Donc, la marée, la boucherie, les fruits et légumes. Alors, j'ai vu ça dans ton ils sont bouquin. mis à vendre. Oui, mais ça, c'est un dispositif de crise. On peut tout pas... à fait. Oui, on est d'accord. Oui, mais ça parce que je sert voyais aussi. effectivement, tu as des photos extra ils ont vendu. de la nana. Mais en même temps, la logistique du frais, c'est quand même un métier. Quoi. Tu Oui, peux pas non oui, plus, mais il y a quand même un gars qui a réussi à vendre 30 tonnes de mangue en 3 minutes. J'ai vu ça. Oui, mais ça va, la mangue encore, elle peut voyager sur 2-3 jours, je pense. Enfin, c'est vrai. Non, ça doit se gérer. Ouais. Mais enfin, les produits ultra. Non, mais la marée, ils ont. Mais tu sais qu'on a un jeune entrepreneur qui fait ça ici, évidemment que tu le sais, notamment qu'il le fait avec le Roi Merlin, c'est absolument extraordinaire. Tiens, on va le faire revenir et on va raconter ça. Effectivement, du live stream shopping. Et donc tout ce dispositif-là, et tu as raison, toute cette ouverture 2020, c'est vraiment est placé sous le signe du commerce sur les réseaux sociaux. Bon, alors l'autre truc, qui évidemment, c'est ce à quoi tu commences d'ailleurs, c'est tout ce qui va concerner la vente à emporter. Ah oui, tout ce qui va concerner click and collect, c'est ça. Tout à fait. La lame de fond post-Covid, elle est bel et bien là. Oui, ça y est, parce que ça fait partie des usages et que aujourd'hui même les plus récalcitrants s'y sont mis et finalement y ont pris goût. Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter les magasins, mais ça veut dire que maintenant ces derniers récalcitrants fréquenteront les magasins avec une bonne raison. Alors charge à nous, les commerçants, à tous ces grands créateurs, de faire en sorte que les magasins que l'on visite soient le plus extraordinaires possible. Ouais, c'est ça. Mais alors, attends. Sur le click and collect, tu m'as donné un chiffre. Oui. 3 à 5 fois moins, c'est le coût écologique de la livraison à domicile par rapport à l'achat en magasin. Oui. Tout le monde pense le contraire. Oui, tout à fait. C'est des chiffres de l'ADEME, oui, c'est pas tout à l'amicale fait. des pollueurs du bas. Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Et oui, parce qu'en effet, on se rend compte que dans le dispositif de livraison à domicile, de click and collect, etc., eh bien, si tu veux, l'empreinte écologique, comme tout est optimisé quelque part, et que le camion est plein, et qu'on va livrer plusieurs points qui sont les uns à côté des autres, eh bien, on a une empreinte écologique qui est moins importante, que lorsqu'on se rend nous-mêmes en magasin. Je peux quand même vous dire que le plus favorable pour l'environnement, c'est quand vous allez en point de retrait. Alors là, c'est extraordinaire, parce que là, du coup, point de retrait, ça revient au même. Ah oui, point de retrait à 1 kilomètre. À 1 kilomètre, parce que là, nous, à pied, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est souvent celui qui, coûte un peu plus cher. Oui, voilà, et surtout à la petite empreinte qu'on voudrait bien enlever. Surtout que j'ai vu, alors c'est peut-être pas si récent que ça, mais j'ai l'impression quand même, j'ai vu là une petite chaîne de détaillants
qui ne vont faire que point retrait. Oui, que point retrait. Oui, c'est en train de oui, commencer. Ça va devenir de plus en plus une norme, en fait, Absolument. si tu veux. Bon, après, ton grand truc, c'est effectivement, mais ça c'est un truc que tu sens depuis des années, Rodolphe, c'est le parc d'attractions. Ah oui, ça c'est sûr. Mais alors, dans ton bouquin, on voit qu'il y a un magasin qui fait payer l'entrée. Oui, il y en a. C'est tellement dingue. Oui, il y qu'il en a fait payer un truc de l'entrée. fou. Il y en a un truc de fou. Alors moi, mon Marchand de glace, c'est un marchand de glace. C'est ça, exactement. Alors moi, mon préféré, c'est Brass. Je sais pas si tu as vu celui qui est à Memphis, là, celui. Alors vas-y, c'est un raconte-moi ce qu'il magasin fait. de 50 000 mètres carrés. C'est la plus belle expérience que j'ai jamais vue. C'est-à-dire 50 000 mètres carrés, on se rend pas compte, nous. Qu'est-ce que ça représente? C'est un hyper, c'est 3 hyper, c'est 10 hyper? Ah bah c'est entre 3 et 4 hyper quasiment, on va dire, ou 5 hyper quasiment, ça dépend. Voilà, si vous allez chez des Leclerc, c'est carrément 10 hyper. Donc voilà. Donc alors il faut imaginer une pyramide comme sur le Louvre, hein, tu vois, une pyramide complètement transparente. Tu rentres dans ce magasin, tout est camping, sport de loisirs, sport de sortie, etc. Et là c'est incroyable. Déjà il y a une rivière dans le magasin complète. Tu peux te balader en bateau. Attends, écoute-moi, il y a 1800 espèces d'animaux dans ce magasin. Il y a des rayons de canne à pêche comme j'ai jamais vu. Alors, il y a bien sûr, comme les Américains sont assez fans d'armes à feu, comme tu sais, donc tu peux tester ces armes à feu. Tu peux visiter, tu as bien sûr un restaurant. Et le truc incroyable, c'est que tu as quand même 103 chambres de luxe qui sont prises d'assaut pour avoir le coucher de soleil sur la rivière. C'est Les gars veulent y passer la journée dans le magasin comme à Disneyland. Plusieurs jours. Il y en a qui réservent l'hôtel pendant la semaine parce que tous les soirs il y a des attractions. Tu as une immense tour à l'intérieur du magasin dans laquelle c'est rentable ça. Mais c'est rentable ça. Alors au mètre carré peut-être pas. Quoique il y a beaucoup de monde. Hein. C'est des dizaines de milliers de visiteurs. Mais pour la marque oui c'est énorme parce qu'en termes d'attractivité et puis d'expression finalement de l'offre, on se rend compte qu'on va dans un magasin là pas par hasard. Troisième partie, enseignement. Là j'étais plus dubitatif. Oui, c'est-à-dire le magasin, toi tu penses que le magasin peut être un lieu d'enseignement, de culture. Oui, de plus en plus. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus. Pourquoi? Parce que... Et on ne parle pas de librairie, on parle bien de magasins qui vendent n'importe quoi, enfin tout ce que vous voulez. Qui vont essayer de communiquer un savoir, une connaissance, une expertise. Alors on a ça par exemple dans des magasins de lentilles ou de verre ou quoi que ce soit, dans lesquels ils vont détailler leur processus, leurs engagements sociétaux et essayer d'accompagner... Il y a Lego évidemment. Hein, oui, Lego. Education Center, Lego. Lego, oui, mais ça fait longtemps qu'ils le font. Hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont engagés dans cette démarche et donc ils ont fait un centre par rapport à ça. Oui, l'éducation. Alors, même la création, tu sais qu'il y a un grand magasin russe, un peu un équivalent du printemps des Galeries Lafayette en Russie. Le GOUM. Voilà, le GOUM. Et lui, son dernier étage, c'est carrément un étage dédié aux expos artistiques. C'est-à-dire que tu vas là-bas comme au musée au dernier étage. Donc, le GOUM, c'était le magasin historique de l'URSS. Voilà, d'ailleurs, sur Twitter hier, un certain nombre... Non, mais sur Twitter hier, après la déclaration de Bruno Le Maire, un certain nombre de tweetos s'amusaient en disant on va rebaptiser Carrefour GOUM, quoi. Voilà. C'est le magasin collectif, quoi. Voilà, mais en tous les cas, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que l'empreinte et la notion que les commerçants ont aujourd'hui de dire qu'ils appartiennent à un environnement social et sociétal et qu'ils ont un rôle à jouer et de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le commerce de demain allait se réaliser en fédérant des communautés. Et une communauté se fédère autour de quoi? De valeurs. Donc il faut les mettre en avant. Alors ce qui m'amène à ma dernière question, tout ça c'est extraordinaire. Mais à chaque fois ça vaut des fortunes. Oui. Le commerçant du coin, comment est-ce qu'il s'inspire de ces 40 innovations retail? Alors, il va s'en inspirer par des petites touches. En fait, en allant dans le bouquin et dans les expériences internationales qu'on a pu creuser, essayer d'aller chercher le petit élément, la petite idée qui va faire la petite différence, si tu veux. Te dire qu'aujourd'hui, toi, en tant que client, tu vas retourner chez ton commerçant, non pas parce que c'est le big truc, mais parce qu'il a la petite attention qui va te concerner, celle qui va te toucher. Et donc, c'est ce qu'il faut aller chercher. Des marques de fabrique font souvent des fabriques de marques, si tu veux, Stéphane. Pour toi, c'est le plus important. On revient sur le réseau social. Quand tu dis va te toucher, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que... Je pense qu'en allant dans ce magasin, je fais partie d'une communauté. D'une communauté. Te toucher, si tu veux te toucher, pas toujours en tant qu'individu, mais en tant qu'une partie prenante d'un tout qu'on a considéré. Si tu vas chez Glossier, par exemple, aux États-Unis, qui est une marque, si tu veux, de produits de beauté incroyable, et tu visites ce magasin qui est vraiment autour d'une communauté de jeunes, etc., ce qui s'y passe et ce qui s'y déroule, c'est vraiment une prise d'attention, si tu veux,
à la consommatrice, parce que c'est plutôt dédié aux femmes, à la consommatrice qui est unique. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde qui compte à cet instant-là sur la présentatrice que tu as avec toi. Ça s'appelle être commerçant, en fait. Ah oui, c'est être commerçant, mais en utilisant tous les outils, voilà. Bon, merci Rodolphe. Merci Stéphane, j'étais ravi d'être Les là. amis, dernière partie de Beatsmart tout de suite. Et donc, dernière partie de Bismart avec Stanislas Chevalier, le fondateur de Corso Magenta. Bonjour Stanislas. Bonjour Stéphane. Alors, je le disais dans le sommaire, Stanislas, ton histoire, depuis combien de temps on se connaît? 10 ans? Oui, peut-être, Ouais. c'est bien possible. Et il y a 10 ans, quand j'ai vu ce que tu faisais, donc on va parler de peinture, pas Van Gogh, de Non. peinture industrielle. Et pourquoi pas? Quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai dit, c'est une évidence. Bon, Et moi c'est aussi. ça le cheminement de l'innovation, c'est qu'en fait, 10 ans après, c'est pas une évidence. 10 ans après, ça reste un combat permanent, Stanislas, Oui. pour que tu imposes ta... Ouais. Comment t'appelles ça? Peinture solide, on peut l'appeler comme ça? Oui, peinture solidifiée, oui. Partir de la peinture liquide qui a 40 000 ans. 40 000 ans. 40 000 ans. Ça a 40 000 ans, c'est liquide, ça salit, ça sent pas bon, ça émet des COV, ça met des... Enfin, voilà, si je te dis de refaire ton salon et de le peindre... L'enfer. 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 C'est l'enfer, c'est immédiat. Dans L'enfer. ta tête, peinture égale cauchemar. Exactement. C'est comme ça. Et moi, à peu près comme toi, peinture égale cauchemar. Donc, un jour, je vois une cloque après un dégât des eaux, je prends la cloque, je regarde, et je me dis, c'est étonnant, ça reste quand même assez souple. Ce qui rend le truc cassant, c'est l'enduit dans lequel la peinture s'était accrochée. Mais si il n'y avait pas l'enduit, ben, le truc serait souple. Je pars de là. Et puis, je m'avale des encyclopédies de peinture. Et puis, je finis par découvrir un grand principe de la peinture qui est que si on peint gras sur maigre, le film se décolle. Ce qu'on appelle un feuille de peinture, ça se décolle. Je me dis, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai commencé comme ça avec ma femme pour mettre au point et breveter la peinture en film solidifié. Donc, plus d'odeur, plus de salissure. Très rapide, beaucoup plus solide. Je veux dire, Et donc, pour là, moi... il faut qu'on voit... Là, juste... Alors, ça, c'est le tout début. C'est quand on s'est rencontrés. Attends, il faut être sûr que... Ouais, ça y est, on le voit, voilà. Voilà. Donc ça, c'est... voilà, c'est bien ce qu'on appelle un feuille de peinture. Ah, il ne date que de vraiment plusieurs années, celui-là. voilà, c'est ça. Il a le droit de se casser. Filme-moi la feuille, filme-moi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ça se décolle de la feuille. Voilà. On retire le Et c'est de la protecteur. peinture. Et en fait, on a collé, Là, ça, c'est de la peinture. contre Ce le que j'ai mur, entre voilà. les mains, là, c'est de la peinture. C'est ça. Ça se fait 17 microns. Et alors, Et ça se colle contre un mur comme du papier peint. ça se colle comme un revêtement mural. Comme Parce un que revêtement mural. le papier peint, il y a aussi une image qui est pas bonne. Mais du voilà, papier c'est peint. pour ça. Est-ce que c'est ça Ça fait qui... grand-mère. Mais est-ce que c'est ça qui fait C'est que... pas gentil pour les grands-mères. Est-ce que c'est ça qui fait que depuis 10 ans, on n'a pas arrêté la peinture. Moi, je me disais, c'est la fin de la peinture. Tout le monde va vouloir peindre les murs avec Corso Magenta et avec la peinture solide. Oui, j'aurais aimé, mais il se trouve que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que le marché du bâtiment a ses habitudes, a sa manière de travailler, que... En fait, si c'était que de la peinture, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En fait, le seul vrai sujet... Comment ça n'aurait pas d'intérêt, comme tu le dis toi-même? C'est l'enfer, la peinture. C'est l'enfer. C'est du gain de temps. Tu sais, ça me fait vraiment penser à ce qui se fait maintenant, justement sur les constructions du marché du bâtiment, c'est-à-dire de plus en plus le préfabriqué. Oui, Qui, on est dessus. là même, si on a plus de 50 ans, c'est une image désastreuse du préfabriqué. Maintenant, en fait... La moitié des maisons prêtes sont Tout à construites fait. avec des éléments qui en fait ont été préfabriqués en usine. Exactement. Bon, mais il faut que ce soit On la est même complètement, chose. on est sur un très gros projet là-dessus. Donc oui, effectivement, on est en train d'avancer sur pas mal d'innovations dans ce domaine-là qui peuvent être vraiment révolutionnaires, même pour le particulier. Et comment ça se passe quand on est entrepreneur? Qu'on est convaincu qu'on a raison? Que depuis 10 ans, on prend des coups, on pense avancer. On maigrit, on mange moins. On gagne. Alors, par exemple, à un moment, tu as cru que tu avais une percée avec l'aéronautique. Alors je continue à croire que j'ai une vraie percée avec l'aéronautique, mais d'une manière différente. Au tout début, on a fait cette très belle peinture, je ne sais pas si on peut entendre. C'est une peinture qui est structurée
et qui a pour objet de diminuer la traînée des avions, donc économiser du carburant. Donc économiser 1% même de carburant, c'est déjà énorme sur un Paris-New York, parce que c'est ce qui coûte cher dans un avion, c'est le carburant. Absolument. Donc on était parti là-dessus. Il y a des gens qui se sont dit c'est intéressant, mais il faut avoir des agréments pour entrer dans l'aéronautique. Ça ne se fait pas comme ça. Donc en ce moment, on est en train, vraiment c'est super technique, on est en train de devenir Part 21G. Donc ça veut dire être un fournisseur, un fabricant qui est reconnu, certifié par l'EASA, qui est l'organisme de la sécurité aérienne, avec cette chose-là, qui est un patch de réparation de peinture. La peinture, si j'ai un impact de foudre sur un avion, je mets 8 heures à le faire entre le temps d'application, le temps de séchage, le temps de préparation de la surface, genre de choses. Et là, on met une demi-heure pour appliquer le patch sur le... Voilà. Et même chose, ça se décolle. Ah ben, c'est pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé, ça. Non, ça, c'est une fois qu'on l'a posé, c'est posé, c'est terminé. Et donc, c'est justement ça tout l'intérêt. Donc ça, oui, alors, désolé, je t'ai pas amené ce qu'il faut pour pouvoir... parce que là, il y a trois choses. Il y a la peinture qui est au centre. Il y a un protecteur pour l'application, pour pas abîmer la peinture. Et de l'autre côté, il y a l'adhésif qu'on a Comment est-ce que tu arrives à te financer depuis 10 ans ? Eh bien, j'ai des investisseurs qui sont tout aussi persuadés que moi que c'est une innovation énorme. Ça va s'imposer. C'est une innovation énorme. Et donc, en fait, on est dans la fonctionnalisation. On est vraiment dans la fonction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la peinture, en fait, oui, c'est intéressant, mais on a l'habitude, on sait faire ça depuis 40 000 ans, donc voilà. Si on apporte des innovations majeures, là, ça devient intéressant. Et si on maîtrise l'épaisseur de la peinture, ce qu'on sait faire, nous vraiment, on sait très très bien maîtriser l'épaisseur de la peinture, on est capable d'avoir des fonctions qui sont complètement homogènes, ce que la peinture liquide ne sait pas faire. Donc, on est sur quelque chose. Là, on travaille sur de plus en plus sur tout ce qui est blindage RFID. Donc, alors attends, on va y aller sur le blindage RFID, mais blindage RFID. Ouais. Et en plus, toi, tu parles de blindage comme si de blindage RFID. Ouais, mais j'ai pas de gilet pare-balles. C'est ça, t'as pas de gilet pare-balles. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait furieusement penser à, pareil, c'était il y a 10 ans, une entreprise, une jeune entreprise qui faisait de l'isolant fin, qui était une alternative à la laine de verre. Oui. Voilà. C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardais leur performance, etc. et tout, c'était une évidence. Puis la laine de verre, c'est comme la peinture, c'est l'enfer à poser la laine de verre. On s'en souvient longtemps. Et donc, il y a le même cheminement de certification super long, d'autant que l'ensemble de ceux qui certifient, à la différence, là, je pense, de l'aéronautique, l'ensemble de ceux qui certifient, ils travaillent avec Saint-Gobain, par exemple, pour la ligne de verre, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Certains d'entre eux sont même issus de Saint-Gobain. Bien sûr. Et donc, ils prennent un malin plaisir à faire en sorte que l'ensemble de ces isolants soient... que les procédures ne soient pas accélérées, on va le dire comme ça. Est-ce que tu as rencontré quelque chose comme ça ? Est-ce que tu as rencontré, de la part... c'est quand même la peinture, c'est un sacré secteur, quoi, la peinture liquide. Oui. Des gens qui, devant ton invention, ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Oui. Ouais. Oui, qui ont même carrément refusé, les peintres me disant « vous tuez notre métier ». Je leur dis « mais non, je ne tue pas votre métier, je ne tue pas votre métier, au contraire, au lieu de... Vous allez gagner un temps infernal, vous allez... Enfin, formidable plutôt, vous allez pouvoir faire vos chantiers beaucoup plus vite. » Donc, tout le monde gagne dans cette histoire. Mais voilà, c'est ancré, 40 000 ans, c'est le plus vieux métier du monde, je te le rappelle, c'est pas l'autre, c'est celui-là, c'est le peintre. Et en fait... la seule solution, pour moi, c'est de passer par le client final. Donc, c'est d'aller voir la chaîne, le fashion retail, et d'être en direct avec eux, de leur montrer, et de leur dire, voilà, ça, je vais mettre ça dans vos cabines d'essayage. Ça fait 4 ans qu'on l'a mis dans les cabines d'essayage d'Uniqlo. On est allé refaire un tour l'autre jour avec la personne de la maintenance et le mec était halluciné. Alors raconte-nous. Donc effectivement, à un moment, tu t'es dit,
Alors, pourquoi est-ce que, d'abord, pourquoi est-ce que les cabines d'essayage, tu t'es dit que ça pouvait être un marché pour toi? Après, donc on a parlé de l'aéronautique, hein, Ouais. et on est quand même, On embrasse le monde. oui, voilà. Hein, Nous, on embrasse le monde. Voilà. Voilà. Et pourquoi tu t'es dit que les cabines d'essayage, ça pouvait être un marché pour ta peinture solide? Alors, il se trouve que on a refait en faisant. On est capable de mettre dans la peinture aussi du décor, de l'image, de tout ce qu'on veut. C'est d'ailleurs très étonnant que ce studio ne soit pas fait avec notre peinture. Mais oui, évidemment. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas faire, les animations. Nous, c'est très statique. Hein. Et en fait, on a travaillé pour un réseau social. J'ai pas le droit de donner son nom. D'accord. À Paris. Et en fait, l'entreprise qui nous a vu travailler était hallucinée. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. Quoi, pour Oui, on peindre a- leurs locaux. Oui, pour peindre un plateau de 1000 mètres carrés. Et ils ont vu. Tu dis peindre d'ailleurs quand tu parles de ta peinture? Oui, c'est de la peinture quand même. Vas-y, continue. C'est de la peinture. Et donc Ils ont vu comment ça se passait. Ils m'ont dit, c'est quand même incroyable. Vous arrivez à travailler à toute vitesse. Il n'y a aucune emmerde. C'est génial, c'est top. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer chez Uniqlo? Je dis, bah oui, évidemment. Et donc, il m'a dit, écoute, je te préviens, le prix, ça sera le prix de la peinture que j'ai déjà négocié, moi. Je lui dis, OK, c'est pas grave, c'est mon billet d'entrée. Et donc, l'architecte japonais parce d'Uniqlo... qu'elle est plus chère, ta peinture solide, que la peinture liquide. Oui, mais 4 ans. Oui, 4 ans, vas-y, elle est vas-y, beaucoup continue, moins chère. Continue. Et puis, donc, on a fait les cabines d'essayage. L'architecte japonais me dit, vous êtes capable de déployer partout ça en Europe? J'ai dit, bah oui, on peut faire ça partout en Europe, sans problème. Et puis, voilà, il a attendu 9 mois. Et les Japonais, il ne faut pas les brusquer. Il faut être... voilà. C'est une autre culture. Le bon sens du jour, c'est les Japonais, faut pas les briser. Non, c'est vrai. Et 9 mois après, j'ai reçu un email, juste un email. Bon, c'est bon, votre produit est certifié, on déploie. Point la ligne. Après, on a eu des commandes. Dans 180 000 cabines d'essayage d'Uniqlo. Alors, 180 000, peut-être pas quand même, mais il y a une dizaine, entre 10 et 15 cabines d'essayage. Ah oui, ils essayent doucement, quoi. Ils te font confiance, mais ils attendent de voir. Ben, on est en train de pousser, là. Et puis, en même temps, Je Uniqlo... peux voir, mais je suis en train de tu vois, ta peinture, voilà, c'est ça. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente, quoi. Ouais, vas-y. Et puis, par la même occasion, Uniqlo nous dit, mais nous, en fait, on a besoin aussi de blindage entre le stock et le magasin pour pouvoir faire des inventaires différenciés, pour s'apercevoir que dans le magasin, il manque telle veste en telle taille et que je puisse aller la rechercher très facilement dans le stock avec un lecteur. Mais les solutions de blindage qu'on a aujourd'hui sont en peinture. Je comprends pas ton histoire de blindage. C'est-à-dire blindage dans les cabines d'essayage. Non. C'est entre le mur du stock et le magasin. D'accord. Donc, quand j'ai mon lecteur... Il ne faut pas que les ondes passent. Il ne faut pas que ça traverse le mur. Il ne faut pas que ça traverse, parce que sinon, ça peut fausser les lecteurs. Bah oui. En fait, D'accord. je lis un truc, je le considère dans le magasin alors qu'il est dans le stock. D'accord. Donc, il faut que ça soit blindé. D'accord. Jusqu'à présent, c'était plutôt la peinture liquide qui était sur le marché. Aujourd'hui, Uniqlo nous a demandé de développer le produit, on l'a développé, et on a fait un produit qui, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on l'a lancé, et il y a aucun retour. Dès le premier truc, la première fois qu'on a expédié, c'était en Angleterre, 0 remarque négative sur notre produit. Donc aujourd'hui, notre offre en 2021, c'est dire, OK les gars, nous, on ne fait pas simplement du shielding, du blindage, nous, on a une obligation de résultat. Donc on va étudier, parce que cette pièce, il fallait la blinder, mais il faut quand même regarder qu'il y a des câbles, des machins, des trucs, et il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, on étudie ça, on explique à l'applicateur comment est-ce qu'il faut faire, et à la fin, on fait le test avec le lecteur, et si ça fonctionne, et ça fonctionnera, eh bien, on est les seuls sur le marché. Mais c'est un blindage anti-ondes. Alors, anti-ondes vachement plus souple que ça, parce que ça fait... Parce qu'il faut que mon téléphone uniquement, portable y passe dans le... Exactement. Et ça faisait partie du sujet, c'était, je veux que vous bloquiez les ondes RFID qui sont en UHF. Oh là là, ça devient technique, là. Bah, tu parles UHF, l'AFM, hein, Ouais. c'est en UHF. Ouais. Ça, c'est pas ultra haute fréquence. Ouais. Mais il faut que le Wi-Fi, il faut que le GSM, il faut que les talkie-walkies, et tout ça, que ça puisse continuer à fonctionner.
Donc on a mis au point ce truc-là. On l'a mis au point à une vitesse. Et quoi, c'est des dingue. composants qui sont injectés dans ta peinture? Dans la peinture. Et on est dans le nano. Donc voilà. Et donc ça, on maîtrise parfaitement l'application. Attends, je pense, t'as un gisement là, t'as un gisement considérable, plus important qu'une Niclot. Ah ben. C'est l'ensemble. Mais non, mais c'est l'ensemble des complotistes qui sont flippés de la 5G. C'est-à-dire, tu peux leur faire une peinture. Tu peux leur faire une peinture anti 5G. En Mais fait, tout à fait. L'ensemble de ces gars-là. Complètement. Ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux. Non, C'est dommage, c'est dommage. Non, mais la J'aimerais- peinture protection mais des ondes, allez-y. c'est peut-être un sujet, quoi. C'est peut-être Ayez peur, Ayez peur et pour le appelez-moi. protéger. Voilà. Non, Bon. non, sérieusement, effectivement. Et donc t'avances, et donc tu parce qu'à chaque fois, moi, ce qui me fascine, Stanislas, c'est cette idée, l'aéronautique, bam, 10 ans de certification, bam, et il faut que je recommence avec le blindage anti-ondes pour Uniqlo. ben ça marche. Et je recommence, et ça marche. Ouais. Et ça marche. Oui, ça marche, mais s'ils te payent ça au prix de la peinture, Ah non, pas ça au prix de la peinture, c'est Ah, normal. c'est ça. Bah non. là, tu arrives à dégager de la marge. Là, J'ai du chiffre de la d'affaires. marge. Ouais, c'est ça. J'ai de la marge, mais parce qu'il y a de la R&D derrière. Ouais. Il y a un savoir-faire qu'on a accumulé depuis 2007. C'est pas, on claque pas des doigts pour faire un truc pareil. Et puis l'autre chose, c'est que si, on va dire, mon concurrent fait de la peinture liquide, il la propose pour faire du blindage RFID, c'est par nature hétérogène. Le peintre, quand il prend son rouleau, il en met beaucoup plus ici, puis moins là. Donc voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les murs, ça se fissure dans le temps. Tous les bâtiments bougent. D'ailleurs, on n'est pas content quand on voit des micro-fissures chez soi, mais c'est comme ça, les Donc, bâtiments elle se bougent. déchire ta peinture à ce Pas moment-là. du tout. Justement, comme elle est armée d'un voile de verre au dos, eh bien, elle ne se déchire pas. Et bientôt, je te ferai passer une petite vidéo où tu verras que sur une plaque de BA13, je la prends, j'appuie dessus. C'est du comme un placo, malade. hein, le BA13. Hein, si Oui, vous oui, faites pas c'est les- du placo. Mais de la plaque de plâtre, parce que placo, c'est une marque. Oui, oui, t'as raison, la plaque de plâtre. Et je mets un cylindre, j'appuie de chaque côté, ça ne casse pas. Je prends la même chose avec de la peinture, ça casse. Non, et si Bon. ça tient comme ça dans les cabines d'essayage. Cabine d'essayage, c'est petit, hein, c'est du vrai heavy duty. Ouais, et c'est il vrai, faut ouais. que ça soit Ouais, propre. c'est ça, on donne des coups sans arrêt. Ah oui, t'as raison. Voilà. Et là, ça tient depuis 4 ans. Moyennant quoi, on va redémarrer avec d'autres marques qui disent oui, effectivement, ça a beaucoup de sens. On travaille aussi dans la marine, enfin dans les navires, pour tout ce qui est réparation. Mais d'ailleurs, on peut pas. Les patchs. On peut pas égrener parce qu'à un moment, tu avais les camions aussi. C'est-à-dire, ce que tu mais- racontais sur l'aéronautique, à un moment, tu t'es dit la pénétration dans l'air des camions, on va pouvoir Ouais, aussi gagner. ouais, mais en fait, quelques on est sur microns. des flux qui sont trop perturbés pour que ça fonctionne. C'est dur, hein, l'innovation, hein, Stanislas. Hein. Oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais, voilà. Mais c'est passionnant. C'est une aventure de C'est dingue. extraordinaire. C'est une aventure d'une vie parce que tu l'as dit, 2007. Voilà, Oui, ça, 2007. En fait, C'est une aventure d'une vie. l'histoire a commencé en 2003. Bon, mais on est au bout là. On est au bout encore. On a fini. Ouais, on est au bout. Mais non, mais c'était vachement sympa, non? Mais bien sûr. C'est un de tes enfants, cette peinture? Non, je crois que c'est pas mon enfant. Je pense que c'est peut-être même plus que ça, tu vois, parce qu'un jour, j'ai dit à ma fille qui avait 9 ans, je dis, je crois que là, on est au bout. Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. Sans déconner. Ouais. Il y a combien de temps? Elle avait 9 ans, elle a 23 ans. Oh la vache. Et elle m'a dit, il n'en est pas question, papa. J'étais stupéfait. Je me suis dit, bon, ok, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve. Et j'ai trouvé. Ça, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est un de mes enfants? Non, parce que ça appartient à toute la boîte. Yo. Voilà. Les amis, c'était Bismart. On se retrouve lundi et demain, évidemment, Aurélie Planex.